Vous êtes-vous déjà demandé ce qui advient d'une ville quand son dernier habitant tourne les talons? S'endort-elle simplement ou est-ce que quelque chose d'autre s'y éveille? Que reste-t-il après notre départ? Des maisons vides, des rues envahies, des balançoires d'enfants rouillés. Mais parfois il reste bien plus, un écho, des souvenirs si puissants qu'ils continuent de mener leur propre vie, même lorsque ceux qui les portaient ont disparu depuis longtemps. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage à travers les 30 villes fantômes les plus sinistres du monde. Ce ne sont pas de simples récits de bâtisses abandonnées, ce sont des histoires de tragédies, de mystères et de phénomènes inexpliqués qui glacent le sang des plus endurcis des sceptiques. Je vous le promets, après ces histoires, vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous engager sur une route oubliée. Êtes-vous prêt à écouter ce que les fantômes ont à murmurer? Avant de commencer ce voyage macabre, prenons un instant pour comprendre comment naissent ces villes fantômes. Cela n'arrive jamais du jour au lendemain. Chaque cité de ce type est une cicatrice sur le corps de la civilisation, le récit d'une lente agonie. Le plus souvent, la cause est économique. La ruée vers l'or s'achève, la mine s'épuise, l'usine ferme, et la ville, bâtie autour d'une unique source de revenus, se flétrit comme une fleur sans eau. Les gens partent en quête d'une vie meilleure, laissant derrière eux leur foyer et leurs rêves. Un autre assassin impitoyable de ville est la nature, ou les catastrophes technologiques, séismes, inondations, incendies impossibles à maîtriser, ou encore des accidents comme celui de Tchernobyl, qui d'un seul coup effacent la présence humaine, rendant la Terre inhabitable pour des décennies, voire des siècles. Et bien sûr, il y a les guerres. Des villes rasées par les bombardements ou devenues le théâtre de massacres atroces qui restent à jamais des monuments à la cruauté humaine. Mais, quelle qu'en soit la raison, le résultat est le même, le temps s'arrête, et dans ce silence figé, les voix du passé commencent à résonner. Ce sont ces voix-là que nous allons écouter aujourd'hui. Nous commencerons par un nom devenu synonyme de catastrophe, Pripyat en Ukraine. Construite pour les employés de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la ville était un modèle du rêve soviétique, jeune, prospère, grouillant de familles et de rires d'enfants. En 1986, elle comptait près de 50 000 habitants. Puis vint la nuit du 26 avril. L'explosion du réacteur numéro 4 a libéré un ennemi invisible et mortel, la radioactivité. Il a fallu 36 heures aux autorités pour lancer l'évacuation. 36 heures durant lesquelles les habitants de Pripyat ont respiré l'air empoisonné. L'évacuation fut annoncée comme une mesure temporaire. On dit aux gens qu'ils reviendraient dans 3 jours. Ils ne sont jamais revenus. La ville s'est figée dans le temps. Manuels scolaires dans les salles de classe, effets personnels dans les appartements. Mais Pripyat n'est pas qu'un simple musée de la tragédie. Ceux qui osent visiter la zone racontent des phénomènes étranges, le sentiment d'être constamment observé, des ombres dans les fenêtres vides et le plus effrayant, les sons. Dans cette ville absolument morte, on entend parfois des rires d'enfants près du célèbre parc d'attractions. Les stalkers parlent des fantômes de Pripyat, des silhouettes sombres qui apparaissent et disparaissent. Certains pensent que ce sont les spectres des victimes dont les âmes sont restées à jamais attachées à leur foyer empoisonné. Des étendues radioactives, nous passons à une île qui ressemble à un navire de guerre. Ashima ou Gunkanjima, au Japon, était au milieu du XXe siècle l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Plus de 5000 personnes vivaient sur ce minuscule bout de terre. La raison, le charbon. Mais derrière la façade de ce prodige industriel se cachait une histoire sombre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de prisonniers coréens et chinois y furent soumis au travail forcé. Détenus dans des conditions inhumaines, des centaines sont morts d'épuisement et d'accidents. En 1974, la mine a fermé. En quelques semaines, l'île s'est vidée. Elle n'est pas devenue une simple friche. Elle est devenue maudite. Les pêcheurs racontent que la nuit, des lumières s'allument dans les fenêtres sombres. D'étranges bruits s'échappent de l'île, des grincements de métal et des gémissements en coréen et en chinois. Les visiteurs parlent d'un froid glacial dans certains couloirs et de ce célèbre escalier vers l'enfer où des mains froides vous agripperaient les chevilles. Gunkanjima
est une tombe de béton pour des milliers d'âmes anonymes qui n'ont jamais trouvé le repos. Imaginez une ville en proie aux flammes depuis des décennies, un endroit où l'asphalte fond sous vos pieds. C'est Centralia, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Son histoire est une véritable parabole. Comment une simple erreur a pu créer l'enfer sur Terre? En 1962, les pompiers de la ville ont pris la décision d'incinérer des détritus dans une décharge. Celle-ci était installée dans un puits de mine de charbon abandonné. Les flammes se sont propagées à une veine de charbon. Toutes les tentatives d'extinction ont échoué. Le foyer s'est alors étendu, se propageant dans l'immense réseau de galeries souterraines de la ville. Les années ont passé, et Centralia s'est retrouvée lentement consumée de l'intérieur. En plein hiver, la neige fondait mystérieusement sur les pelouses. Pire encore, le monoxyde de carbone s'accumulait dangereusement dans les caves. La véritable panique a éclaté lorsque le sol a commencé à s'ouvrir. Un événement tragique a été le déclencheur. Après qu'un garçon de 12 ans a failli être tué en tombant dans une fissure fumante, le gouvernement a finalement ordonné l'évacuation de la population. Aujourd'hui, Centralia offre un spectacle surréaliste. Des rues désertes, une fumée âcre s'échappant du sol. Les rares habitants et les touristes rapportent même apercevoir dans le brouillard de vapeurs toxiques des silhouettes d'hommes portant des casques de mineurs. Selon les scientifiques, il y a suffisamment de charbon sous Centralia pour que le foyer continue de brûler. Pendant encore 250 ans, les diamants. Ils n'apportent pas toujours la richesse, parfois c'est une véritable malédiction. Pour s'en convaincre, partons dans le désert du Namibe jusqu'à la ville de Kolmanskop. En 1908, un diamant y fut découvert par pur hasard. Des milliers d'aventuriers ont alors afflué et, au milieu de rien, un îlot de luxe à l'allemande est sorti de terre. On y trouvait un casino, un théâtre, une salle de bal et même une usine pour fabriquer de la glace. Les diamants étaient absolument partout, mais avec le temps, les gisements se sont épuisés et le prix des diamants s'est effondré. Dès 1956, la ville était totalement désertée. C'est là que le désert est venu reprendre ses droits. Le vent s'est mis à ensevelir lentement les maisons sous le sable. Aujourd'hui, Kolmanskop offre un paysage surréaliste, des maisons à moitié englouties par les dunes. Mais derrière cette beauté se cache une atmosphère lugubre. Les visiteurs décrivent une sensation étrange, comme s'ils étaient observés par les fenêtres vides. La nuit, des gémissements se feraient entendre venant du vieil hôpital. La légende la plus célèbre concerne le fantôme de l'infirmière sans visage. Elle hanterait les couloirs de l'hôpital à la recherche de son meurtrier. Ce serait l'esprit d'une infirmière assassinée par un chercheur de diamants rendu fou par la cupidité. Le Far West, une époque d'orpailleurs téméraires et de bandits sans pitié. Aucune ville n'incarne l'esprit de cette ère aussi parfaitement que Bodie, en Californie. Mais Bodie n'est pas une simple ville du Far West. C'est un lieu qui abrite l'une des malédictions les plus puissantes d'Amérique. Vers la fin des années 1870, Bodie était l'une des cités les plus dangereuses du Far West. La ville comptait 65 saloons et, selon la légende, un meurtre y était commis chaque jour. Cependant, l'or vint à manquer et la ville se vida. Aujourd'hui, c'est un parc historique, préservé dans un état de dégradation figée, et il est infesté de fantômes. Dans la maison de la famille Miller, où le père a assassiné sa femme, on entend souvent le rire des enfants. Un autre esprit célèbre est l'ange de Bodie, le fantôme d'une fillette de 3 ans, mais la légende la plus persistante reste celle de la malédiction de Bodie. Il est dit que quiconque emporte le moindre objet de la ville, même un petit clou, sera maudit. Le malheur s'abattra sur lui. Le musée de Bodie abrite une collection entière de malédictions rapatriées, des objets que les gens ont renvoyés, accompagnés de lettres de repentance, expliquant comment leur vie avait tourné à l'enfer après le vol d'un simple souvenir. L'Italie, un pays au paysage d'une beauté époustouflante, mais parmi eux se nichent des lieux où l'histoire s'est figée dans un silence tragique. Craco en est un exemple poignant. Construit au sommet d'un piton rocheux abrupt, il se dresse comme une couronne de pierre. Pendant des siècles, Craco a vécu son existence isolée, mais au XXe siècle, la nature s'est brutalement retournée contre la ville.
Au milieu du siècle, une série de séismes et de glissements de terrain a inexorablement commencé à la dévaster. En 1963, la majorité des habitants fut évacuée. Le coup de grâce fut porté par le séisme de 1980 qui vida Cracow de ses derniers résidents, la laissant définitivement à l'abandon. Aujourd'hui, Cracow est une célébrité cinématographique, un lieu de tournage prisé. Mais une fois les équipes parties, la ville révèle son véritable visage, spectral et menaçant. Les visiteurs évoquent une atmosphère oppressante, chargée d'une profonde mélancolie. Le vent s'engouffrant dans ces rues désertées émet des sons qui ressemblent à des plaintes ou des gémissements. Les légendes racontent que sur les ruines du château normand, le spectre d'une reine erre encore à la recherche de son mari assassiné. Quant aux ruines du monastère, elles seraient hantées par les moines sans tête, décapités lors d'un raid sarrasin et qui, dit-on, cherchent toujours le repos éternel. Il y a des événements dans l'histoire si atroces que leur écho résonne à jamais dans le lieu même où ils se sont produits. Le village d'Oradour-sur-Glane, en France, est l'un de ces lieux. Ce n'est pas une simple ville fantôme, c'est un mémorial poignant, un rappel de l'indicible cruauté humaine. Le 10 juin 1944, un détachement de la Waffen-SS a fait irruption dans le village. Ils ont rassemblé tous les habitants. Les hommes ont été enfermés dans des granges et mitraillés. Les femmes et les enfants, quant à eux, ont été enfermés dans l'église puis brûlés vifs. Ce jour-là, 642 personnes ont été massacrées. Après la guerre, il a été décidé de laisser les ruines d'Oradour intactes comme un témoignage éternel. Visiter cet endroit est une expérience bouleversante. On découvre des maisons calcinées, des carcasses de voitures rouillées, des poussettes d'enfants fondues par le feu. Bien sûr, un tel lieu a donné naissance à des histoires de fantômes. Dans le silence complet, on murmure qu'on entend parfois le son de la cloche de l'église qui a pourtant fondu pendant l'incendie. Des ruines de l'église s'élèverait un chant de chorale ou des pleurs d'enfants. On raconte que ce sont les âmes des victimes innocentes qui hantent toujours les décombres de leur foyer, revivant sans cesse le dernier, le plus terrifiant jour de leur vie. Loin, au nord-est de la Russie, dans l'oblast de Magadan, se cache une ville dont le nom sonne comme une sentence, Kadykchan. Traduit de la langue evenki, ce nom signifie « la vallée de la mort ». La ville fut construite par des prisonniers du goulag pour l'extraction du charbon. Après la guerre, elle devint une ville mono-industrielle soviétique ordinaire. Mais en 1996, un coup de grisou a explosé dans la mine, provoquant sa fermeture. L'hiver suivant, la seule et unique chaufferie de la ville fut mise à l'arrêt. Il devint alors impossible de vivre dans des maisons gelées. Une évacuation chaotique se déclencha, les habitants abandonnant tous leurs biens sur place. Aujourd'hui, Kadykchan offre un spectacle glaçant, des immeubles de 5 étages aux fenêtres béantes, des appartements figés où les meubles sont recouverts de givre. Mais la ville abrite des mystères encore plus sombres. Les Chamanévenques évitaient cette vallée depuis des siècles, persuadés qu'elle était habitée par des esprits maléfiques. Les visiteurs d'aujourd'hui décrivent une atmosphère lourde et oppressante. La légende la plus célèbre est celle du « fantôme du mineur », l'esprit d'un prisonnier mort durant la construction. Sa silhouette vêtue de haillons apparaît dans le brouillard. Son regard est empli de tristesse et de rage. Imaginez un petit coin de paradis, des plages de sable doré, des hôtels de luxe. Maintenant, imaginez qu'il se soit transformé en ville fantôme, encerclée de fils barbelés. C'est l'histoire du quartier de Varosha, à Famagoust, Chypre. Au début des années 70, Varosha était l'une des stations balnéaires les plus prisées et les plus luxueuses de toute la Méditerranée. Mais en juillet 1974, les troupes turques ont envahi l'île. Habitants et touristes ont fui en panique, pensant revenir quelques jours plus tard. Ils ne sont jamais revenus. Varosha s'est retrouvé dans une zone contrôlée par l'armée turque et a été immédiatement fermée à tous. Près de 50 ans ont passé. Derrière le grillage, tout est resté comme en 74. Des voitures neuves de l'époque sont toujours garées dans les concessions. La vaisselle est restée sur les tables des maisons. Mais le plus effrayant, ce sont les histoires que racontent les soldats. Ils disent que la nuit, des lumières s'allument dans les fenêtres des hôtels vides.
de la musique des années 70 et des rires s'échappent de la zone. La légende parle des fantômes de la plage, des silhouettes translucides en maillot de bain qui apparaissent au coucher du soleil et se dissolvent dans les vagues. L'amiante. On l'appelait autrefois le minéral miracle. Mais cette merveille cachait une face sombre. La poussière d'amiante est un tueur silencieux. L'histoire de Wittenum, en Australie occidentale, est celle d'une quête effrénée du profit qui a engendré la ville fantôme la plus toxique du pays. Wittenum fut fondée pour extraire l'amiante bleue, sa forme la plus dangereuse. La poussière était partout. Les enfants jouaient dans des tas de déchets d'amiante, sans se douter qu'ils jouaient avec la mort. La mine n'a fermé qu'en 1966. Au cours des décennies qui ont suivi, les anciens habitants ont commencé à mourir les uns après les autres. Plus de 2000 personnes ont péri. En 2007, Wittenum a été officiellement rayé des cartes. Son accès est strictement interdit. Ceux qui osent s'y aventurer décrivent un silence sinistre, parfois brisé par une quinte de tout étouffé provenant des maisons vides. La légende la plus terrifiante est celle des fantômes bleus. Ce sont des figures lumineuses, d'un bleu éclatant, les âmes des victimes de l'amiantose. Leurs poumons étaient tellement imprégnés d'amiante bleue que même leurs formes spectrales en ont conservé cette teinte mortelle. On a l'habitude de s'imaginer l'enfer comme un lieu de flammes. Mais que se passerait-il si l'enfer était un endroit où la température dépasse les 50 degrés et où la terre est imprégnée de poison? Bienvenue à Dalol, en Éthiopie. C'est officiellement le lieu habité le plus chaud de la planète. Au début du XXe siècle, les Italiens y ont établi une colonie pour l'extraction de la potasse. La vie y était une véritable épreuve. La chaleur harassante, le manque d'eau et les émanations toxiques. Dans les années 60, Dalol a été définitivement abandonné. Le milieu chimique agressif ronge tout ce que l'homme a laissé derrière lui. Les tribus afars locales considèrent Dalol comme un lieu maudit, la porte vers le monde des esprits. Les voyageurs rapportent d'étranges hallucinations. La nuit, des grondements et des sifflements s'échappent du sous-sol. La légende la plus terrifiante est celle des âmes de sel. On raconte que les âmes des ouvriers qui y ont péri seraient emprisonnées dans les cristaux de sel. Il suffirait d'en détacher un morceau d'un pilier qui ressemble à une silhouette humaine pour l'entendre chuchoter en italien l'histoire de leur souffrance. Aux confins du monde, dans l'archipel arctique du Spitzberg, se niche une ville qui ressemble à un rêve gelé de l'Union soviétique, Pyramiden. L'URSS avait l'ambition d'en faire une colonie arctique modèle, une véritable vitrine du communisme. On y trouvait des bâtiments en dur, un palais de la culture, un complexe sportif avec piscine, des serres et même une ferme. À son apogée, Pyramiden comptait plus d'1 millier d'habitants. Mais au début des années 90, l'Union soviétique s'est effondrée. Le financement fut brutalement coupé. En 1998, le site fut définitivement abandonné. L'évacuation a été si précipitée que les habitants ont laissé derrière eux toutes leurs affaires. Aujourd'hui, Pyramiden est une cité fantôme soviétique, un témoin parfaitement conservé de cette époque. Dans la cantine, la vaisselle trône encore sur les tables. Dans les salles de classe, les cahiers reposent ouverts. Mais des phénomènes étranges se manifestent au sein de cette capsule temporelle figée. Dans l'auditorium désert du Palais de la Culture, des applaudissements se font parfois entendre. Des pas et des voix résonnent dans les longs couloirs des dortoirs. Le lieu le plus angoissant reste l'hôpital, où les visiteurs ressentent des chutes de température subites et perçoivent des gémissements. Pyramiden, c'est le fantôme d'une grande idée, une utopie soviétique à jamais figée dans la glace. Nous partons maintenant pour un endroit qui devait être une utopie, le rêve américain au cœur de la jungle amazonienne, mais qui s'est transformé en un véritable enfer vert. C'est Fordlandia, la ville construite par Henry Ford au Brésil. Dans les années 1920, Ford avait besoin de sa propre source de caoutchouc. Il a donc acheté un immense terrain dans la jungle et a commencé à bâtir sa cité idéale. De coquettes maisons américaines y ont vu le jour, ainsi qu'un hôpital, une école et même des terrains de golf. Ford y a imposé des règles strictes, interdiction de l'alcool,
nourriture américaine et emploi du temps à l'américaine. Mais la jungle et les ouvriers brésiliens n'ont pas accepté ces contraintes. Les plantations d'EVA ont été décimées par les maladies. En 1930, une révolte a éclaté. Le projet était un échec cuisant. La ville s'est vidée de ses habitants. Aujourd'hui, la jungle engloutit lentement les vestiges de ce rêve américain. Les habitants racontent que la nuit, des airs de foxtrot s'échappent de la salle de bal abandonnée. Le fantôme le plus célèbre est celui d'Henry Ford lui-même. On dit qu'on aperçoit sa silhouette en costume strict près du château d'eau, où il contemple déçu ses propres ruines. Sur l'île de Crète, non loin des stations balnéaires prisées, se trouve Spinalonga, une île qui fut un véritable enfer sur terre pendant un demi-siècle. C'était l'île léproserie, l'ultime refuge forcé pour des centaines de malades de la lèpre. En 1903, Spinalonga devint le lieu d'isolement pour les lépreux de toute la Grèce. Les malades étaient arrachés de force à leurs familles et envoyés en exil à vie. Les premières années, la vie sur l'île était insupportable. Mais avec le temps, les lépreux ont organisé leur propre société, s'efforçant de mener une vie normale. Un traitement contre la lèpre fut trouvé en 1948, mais la léproserie ne ferma ses portes qu'en 1957. Aujourd'hui, Spinalonga est une attraction touristique très populaire. Pourtant, lorsque le dernier bateau quitte le quai, l'île devient l'un des endroits les plus sinistres. La nuit, des pleurs et des gémissements s'échappent des vieilles maisons. On raconte que les âmes de ceux qui n'ont pu se résigner à leur sort sont restées sur l'île. Le fantôme le plus célèbre est celui d'une jeune institutrice venue ici volontairement, qui a elle-même contracté la maladie et en est morte. Existe-t-il une ville fantôme qui ressemble à un décor de film sur les extraterrestres? Oui, et il s'agit des ruines du complexe de Sanji à Taïwan, surnommé la Cité OVNI. Le projet a été lancé en 1978. L'idée était audacieuse. Construire une station balnéaire de luxe avec des maisons futuristes en forme de soucoupe volante. Mais la station n'a jamais ouvert ses portes. En 1980, la société de construction a fait faillite. La raison officielle était financière. Mais la rumeur populaire, elle, parle d'une malédiction. Selon une version, le complexe aurait été construit sur un ancien cimetière de soldats hollandais, et les esprits se seraient vengés. Pendant la construction, plusieurs accidents et suicides inexpliqués se sont produits. Pendant des décennies, cette ville fantôme futuriste est restée sur la côte, attirant les chasseurs de fantômes et les explorateurs urbains. Ils évoquaient une atmosphère lourde et oppressante, le sentiment d'être épiés et de vagues visages blêmes aux fenêtres des soucoupes. En 2008, le complexe a été démoli, mais les légendes de la malédiction, elles, sont restées. Sanji est devenu doublement un fantôme, d'abord une cité abandonnée et aujourd'hui seulement un souvenir. Il existe des villes fantômes, désertées pour des raisons économiques, et puis il y a Belchite, en Espagne, une ville qui fut délibérément laissée à l'état de ruine pour servir de mémorial aux horreurs de la guerre civile. C'est ici que se déroula, en 1937, l'une des batailles les plus sanglantes du conflit. Les rues sont devenues un champ de bataille, chaque maison une forteresse. L'artillerie et les bombardements réduisirent la ville en miettes. Le bilan fut terrible, plus de 5000 victimes. Après la victoire, le général Franco donna l'ordre de ne pas restaurer le vieux Belchite, mais d'en ériger un nouveau juste à côté. Les ruines devaient servir de rappel éternel de la barbarie des Rouges. Aujourd'hui, arpenter ces rues, c'est entreprendre un véritable voyage en enfer. Il n'est donc pas étonnant que Belchite soit considéré comme l'un des lieux les plus chargés en activités paranormales d'Espagne. Des chercheurs affirment y enregistrer les échos de la bataille achevée il y a plus de 80 ans, des tirs, des explosions, des appels à l'aide. Dans l'église en ruine de San Martin, on entendrait même le son d'une chorale. On raconte que les âmes de ces milliers de soldats et de civils n'ont jamais trouvé le repos, condamnés à mener éternellement leur ultime bataille. Dans les vastes étendues de l'Arizona se dresse une ville fantôme à l'histoire sanglante et mystérieuse, Ruby.
elle a prospéré au début du XXe siècle grâce à l'exploitation de l'or, de l'argent et du zinc. Mais son isolement et sa proximité avec la frontière mexicaine en ont rapidement fait un lieu de tous les dangers. La principale tragédie de Ruby est liée à une série de meurtres violents. En 1920, des bandits ont attaqué et tué les frères Merchant, propriétaires du magasin Général. Un an plus tard, le nouveau propriétaire et sa femme subissaient le même sort. Ces événements, connus sous le nom des meurtres de Ruby, ont marqué la ville d'une aura sinistre. Vers 1940, les mines se sont épuisées et la ville a été désertée. Aujourd'hui, Ruby est l'une des villes fantômes les mieux conservées du sud-ouest des États-Unis. Et l'endroit, dit-on, grouille de fantômes. Dans le bâtiment de l'ancienne école, on entend des rires d'enfants. Près du magasin maudit, des gens rapportent entendre des cris et des coups de feu, comme si la scène du meurtre se rejouait inlassablement. On croit que ce sont les esprits tourmentés des victimes. Et si je vous disais qu'il existe une ville fantôme, réplique exacte de Paris, mais située en Chine, faites la connaissance de Tianducheng. Ce projet a été lancé en 2007. Au cœur du complexe trône une réplique de la tour Eiffel, haute de 108 mètres. Tout autour, on trouve des boulevards, des fontaines et des immeubles qui reproduisent l'architecture haussmannienne de Paris. Le complexe avait été conçu pour accueillir 10 000 personnes, mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Les appartements se sont révélés trop chers et l'emplacement jugé peu attrayant. Ce Paris chinois est resté pratiquement désert. Il s'est transformé en une ville fantôme au cachet surréaliste. Vous vous promenez sur un boulevard parisien impeccable, mais il n'y a pas âme qui vive. Aucune lumière ne s'allume aux fenêtres. Bien qu'elle ne soit pas le théâtre d'anciennes tragédies, la ville s'est dotée de ses propres fantômes modernes. Une légende locale raconte l'histoire du fantôme de la mariée. La nuit, près de la tour Eiffel, une silhouette solitaire de femme en robe de mariée serait aperçue. Il s'agirait de l'esprit d'une jeune femme dont le fiancé l'aurait abandonnée juste avant le mariage qu'il devait célébrer dans la ville. Dans le sud-ouest de la Turquie, niché au cœur d'une vallée montagneuse spectaculaire, se trouve un village fantôme dont l'histoire résonne encore de douleur. C'est Kayaköy. Jadis, c'était une cité florissante, foyer de près de 2000 familles grecques. Mais en 1923, suite à la guerre gréco-turque, les gouvernements de la Grèce et de la Turquie ont signé un accord d'échange de population. Les habitants de Kayaköy ont reçu l'ordre d'abandonner leur foyer. C'est en larmes qu'ils sont partis, laissant derrière eux toute leur vie. Des Turcs venus de Grèce devaient s'y installer, mais ce lieu rocailleux ne leur plut guère. Ils le quittèrent rapidement et le village tomba dans l'oubli. Un tremblement de terre, survenu en 1957, acheva de ruiner la plupart des édifices. Aujourd'hui, Kayaköy n'est plus qu'un musée à ciel ouvert, un lieu saturé de mélancolie. La légende raconte que la nuit, des pleurs et des prières en grec s'échappent encore des maisons désormais vides. Une autre légende, celle du fantôme du prêtre, évoque une silhouette qui, au crépuscule, célébrerait un office invisible dans les ruines de l'église. Il semble que les pierres elles-mêmes pleurent le sort tragique de leurs habitants exilés. Au cœur du Texas se trouve un endroit figé entre deux époques et deux États. Il s'agit de Glen Rio, une ville fantôme située sur la légendaire route 66, juste à la frontière entre le Texas et le Nouveau-Mexique. La ville était littéralement coupée en deux par la ligne de démarcation des États. Les bars se trouvaient au Nouveau-Mexique, où l'alcool était légal, tandis que les stations-service étaient du côté texan, où l'essence était moins chère. L'apogée de Glen Rio a coïncidé avec l'âge d'or du tourisme automobile. On y trouvait des motels, des dîners et des stations-service. Mais en 1973, la construction d'une nouvelle autoroute a permis de contourner complètement Glen Rio. Pour la ville, ce fut un arrêt de mort. Elle se transforma alors en ville fantôme. Aujourd'hui, c'est un lieu mélancolique qui a développé ses propres légendes. Dans le vieux dîner, la lumière s'allume parfois toute seule et le jukebox se met à jouer. Il y a aussi l'histoire de l'autostoppeur fantôme. On le voit sur le bord de la route, un jeune homme habillé dans le style des années 50. Il fait du stop, mais dès qu'une voiture s'arrête, il se volatilise. C'est le fantôme de toute une époque, l'âme de la route 66 qui refuse de s'éteindre. Il existe des villes fantômes.
symbole poignant des tragédies humaines. Agdam, dans le Haut-Karabakh, en est un exemple frappant. On la surnomme d'ailleurs l'Hiroshima du Caucase. Avant la guerre du Karabakh, c'était une ville azerbaïdjanaise florissante qui comptait près de 40 000 habitants. Mais le conflit a tout emporté. En juillet 1993, la ville est tombée aux mains des forces arméniennes. La population civile s'est enfuie. Le pire, cependant, est survenu par la suite. Agdam a été méthodiquement et délibérément détruite. Les immeubles ont été dynamités, les pierres récupérées comme matériaux de construction. Ce fut un acte de destruction prémédité. Seul bâtiment épargné, la mosquée de la ville, mais même celle-ci fut profanée. Pendant près de 30 ans, Agdam est restée une cicatrice béante sur la terre. Les soldats postés près des ruines racontaient l'atmosphère pesante des lieux. On disait que la nuit, des pleurs et des cris résonnaient encore dans les décombres. La légende la plus célèbre est celle de la mariée blanche d'Agdam, le fantôme d'une jeune femme en robe de noces, tuée lors de l'assaut de la ville. Son esprit sans repos chercherait encore son fiancé parmi les ruines. Et si la ville fantôme était sous l'eau, c'est l'histoire de la station balnéaire argentine Villa Epecuén, qui fut engloutie par les eaux salées d'un lac pendant un quart de siècle, avant de renaître de ses cendres. Epecuén a été fondée dans les années 1920 sur les rives du lago Epecuén, dont les eaux étaient réputées miraculeuses en raison de leur forte concentration en sel. La ville prospérait, mais en 1985, après plusieurs années de fortes pluies, le barrage a cédé et les eaux salées se sont déversées dans la ville. En quelques jours, elle a été totalement submergée. Près de 25 ans se sont écoulés, le climat a changé et l'eau a commencé à se retirer. Epecuén est revenu au monde des vivants, mais ce n'était plus la même ville. L'eau salée, agressive, avait tout érodé, ne laissant qu'un squelette de ville, blanchi par le sel. Le seul habitant à être revenu chez lui raconte que la ville reprend vie la nuit. Il entend les sons du passé, les rires des touristes, la musique des casinos. Une légende raconte qu'un fantôme en blanc, une silhouette féminine, est aperçu dans les ruines du Grand Hôtel, où elle contemple le fond asséché du lac. Y a-t-il un lieu maudit avant même de se transformer en ville fantôme? Dans l'Ohio, la réponse est oui. C'est ce qu'il reste de la colonie de Helltown, la fameuse ville de l'enfer. Son histoire est un entrelac de faits réels et de légendes urbaines. En 1974, le gouvernement a commencé à racheter les terres pour y créer un parc national. Les habitants ont reçu l'ordre de quitter leur maison. Le projet a traîné en longueur et pendant de longues années, la zone s'est transformée en un territoire à l'abandon. C'est dans ce terreau qu'ont germé les légendes. L'une d'elles parle de l'église des satanistes, où des messes noires seraient célébrées. Une autre évoque la route vers nulle part, qui s'arrête brutalement dans la forêt, hantée par des fantômes qui poursuivent les voyageurs égarés. Mais la légende la plus terrifiante est celle du bus qui pleure. Au bord de la route, on trouve un vieil autocar scolaire. La rumeur dit qu'il est tombé en panne avec des enfants à bord et qu'un maniaque les a tous tués. Depuis, les nuits sombres, des visages d'enfants fantomatiques sont aperçus à l'intérieur et l'on entend leurs pleurs. Helltown est une ville fantôme, non pas façonnée par l'histoire, mais engendrée par l'imagination et la peur humaine. Au large de Terre-Neuve, dans les eaux glacées de l'Atlantique canadien, des centaines de petites îles parsèment le paysage. Ce sont les vestiges d'anciens hameaux de pêcheurs. Au milieu du XXe siècle, le gouvernement a lancé un programme de réinstallation, donnant ainsi naissance à des dizaines de villes fantômes. Mais l'histoire de l'une d'elles, Great Barrat Harbour, se distingue par sa tragédie. Presque tous les habitants ont quitté l'île, à l'exception d'une seule famille, les Kane, qui a refusé de partir. Ils sont restés seuls, vivant des années durant dans un isolement total, mais lors d'une violente tempête hivernale, la liaison radio avec eux a été rompue. Au printemps, lorsque les gardes-côtes sont arrivés sur l'île, ils n'ont trouvé qu'une maison vide. La famille Kane avait disparu sans laisser de traces. L'explication officielle fut celle d'un accident. Pourtant, des rumeurs terrifiantes ont rapidement émergé. Les pêcheurs racontent que la nuit, une lumière brille encore aux fenêtres de la maison des Kane. Certains auraient aperçu sur la côte la silhouette d'une femme fixant l'océan.
Les plus anciens, eux, prétendent que la famille aurait réveillé d'anciens esprits marins qui les auraient emmenés dans leur royaume sous-marin. Une autre version, plus terre-à-terre, suggère que l'isolement aurait simplement rendu fou le chef de famille. Dans le rude état du Montana, on trouve une ville fantôme qui fut jadis la capitale, c'est Bannack. Son histoire est un western classique, avec sa ruée vers l'or et ses fantômes très en colère. Bannack a été fondée en 1862. La vie y était sauvage et dangereuse. Le principal problème était un gang de voleurs surnommés les Innocents, dont le chef n'était autre que le shérif de la ville, Henry Plummer. Finalement, des citoyens honnêtes ont organisé un comité de vigilance qui a capturé et pendu le shérif et 21 de ses complices. L'or s'est épuisé et la ville s'est vidée. Aujourd'hui, Bannack compte plus de 60 bâtiments conservés et elle est considérée comme un épicentre d'activité paranormale. Le fantôme le plus célèbre est Dorothy, une adolescente qui s'est noyée dans un étang. Son spectre, vêtu d'une robe bleue, est souvent aperçu à l'hôtel Meade. Un autre esprit actif n'est autre que le shérif Plummer lui-même. On aperçoit sa silhouette près de la potence qu'il a lui-même construite. Les visiteurs ressentent parfois la sensation d'une corde invisible qui se resserre autour de leur cou. Que se passe-t-il lorsque ce qui est censé nous protéger devient la source d'une terrible malédiction? Nous nous rendons en Inde, dans les ruines de la forteresse de Bangar. Ce lieu est officiellement reconnu par le gouvernement comme le plus hanté du pays, à tel point qu'il est strictement interdit de s'y trouver entre le coucher et le lever du soleil. Le fort a prospéré jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, avant d'être soudainement abandonné. La raison invoquée, une terrible malédiction. La légende la plus populaire raconte l'histoire de la princesse Ratnavati, dont le mage noir Singha était éperdument amoureux. Il tenta de la séduire par un sortilège en utilisant une huile ensorcelée. Mais la princesse déjoua son plan et brisa le flacon sur un rocher. Celui-ci se mit à rouler et écrasa mortellement le sorcier. En mourant, Singha maudit la ville et ses habitants, condamnant leurs âmes à un emprisonnement éternel dans les ruines. Peu de temps après, Bangar fut détruite lors d'une guerre. On raconte qu'après le coucher du soleil, le fort s'anime. Des sons de musique et de rire s'échappent des ruines. Ceux qui ont osé y passer la nuit sont soit devenus fous, soit ont disparu sans laisser de traces. Les volcans comptent parmi les forces les plus dévastatrices de la nature. Ils sont capables de rayer une ville de la carte en l'espace de quelques heures. C'est ce qui est arrivé à la ville de Plymouth, capitale du territoire d'outre-mer britannique sur l'île caribéenne de Montserrat. Pendant longtemps, le volcan Soufrière Hills était considéré comme endormi. Mais en 1995, il s'est réveillé. Pendant 2 ans, l'île a été secouée par des tremblements de terre et le volcan a craché des colonnes de cendres. Les habitants de Plymouth ont été évacués et ramenés chez eux à plusieurs reprises. Mais le 25 juin 1997, la catastrophe s'est produite. Un puissant flux pyroclastique, un mélange incandescent de gaz, de cendres et de roches, s'est abattu sur la ville à une vitesse de plus de 100 km par heure. 19 personnes qui avaient refusé d'évacuer ont trouvé la mort. Plymouth a été ensevelie sous une couche de 12 mètres de cendres et de boue. La moitié sud de l'île, y compris la capitale, a été déclarée zone d'exclusion. Plymouth est devenue la Pompéi des temps modernes. Aujourd'hui, le spectacle est macabre. De cette masse grise et figée émergent les toits des bâtiments, le clocher d'une église, la cime de la tour de l'horloge. C'est une ville enterrée vivante. L'accès à la zone d'exclusion est strictement interdit. Cependant, ceux qui ont survolé les ruines en hélicoptère ou les anciens habitants qui observent leur ville de loin racontent des choses étranges. Certains affirment apercevoir la nuit des feux follets dans la cité enfouie. D'autres croient que les âmes des 19 victimes n'ont jamais quitté leur foyer enseveli. On les appelle les fantômes de cendres. Ils ne sont pas malveillants, mais leur présence se ressent comme une lourdeur dans l'air, et une odeur de soufre persiste, même lorsque le volcan est calme. Plymouth est un monument à la puissance de la nature et à la fragilité de la civilisation. Une ville qui n'est pas simplement morte, mais qui a été momifiée dans un sarcophage volcanique. Aux confins du monde,
sur l'île subantarctique de Géorgie du Sud, au milieu des icebergs et de vastes colonies de manchots, se dressent les ruines d'une ancienne colonie. Ce lieu fut jadis la capitale mondiale d'une chasse impitoyable. C'est Grytviken, la plus grande station baleinière du XXe siècle. Fondée par des Norvégiens en 1904, elle fut pendant 60 ans un endroit à la fois bruyant et sinistre. De toutes les eaux de l'océan austral, on y remorquait les carcasses de baleines gigantesques. Dans d'immenses usines, elles étaient dépecées. On y extrayait la graisse et on transformait les os et la viande. L'air était saturé de l'odeur du sang et de la putréfaction. La mer, dans la baie, était rouge. Ce lieu était un véritable enfer pour les cétacés. Des milliers de ces créatures majestueuses y ont trouvé la mort. Pour les hommes qui y travaillaient, l'existence n'était pas non plus des plus douces. Un climat rigoureux, l'isolement et une besogne lourde et sanglante. En 1966, la population de baleines étant pratiquement anéantie, la station fut fermée. Le comptoir se vida. Aujourd'hui, Grytviken n'est plus qu'une ville fantôme industrielle. Des baleiniers rouillés gisent échoués sur le rivage. D'énormes citernes à graisse ressemblent à des monstres préhistoriques. Des hangars abandonnés abritent encore de sinistres machines de dépeçage. Tout cela se désagrège lentement sous l'effet d'un climat implacable. Mais, dit-on, Grytviken n'est pas tout à fait morte. Les rares touristes et scientifiques qui visitent l'île racontent les bruits étranges qui s'échappent la nuit des hangars désaffectés. On entendrait des grincements de métal, des cliquetis de chaînes et un hurlement plaintif et lugubre. Certains pensent que c'est seulement le vent. D'autres, cependant, croient qu'il s'agit des fantômes des baleines. Leur agonie collective aurait été si intense qu'elle se serait à jamais imprimée dans ce lieu. Leurs cris spectraux résonnent encore, là où on leur a ôté la vie. Il existe une autre légende, celle du fantôme du baleinier. C'est l'esprit d'un ouvrier qui serait mort dans un accident. On aperçoit sa silhouette, vêtue de sa blouse maculée de graisse, sur le pont d'un des navires rouillés. Il se tient là, harpon à la main, fixant la baie vide, attendant éternellement une proie qui ne reviendra jamais. Quoi de plus insensé que de bâtir un Las Vegas à l'italienne dans un minuscule village de montagne. Seul le résultat l'est davantage. Nous partons en Italie, vers les ruines de Consono, une ville qui devait devenir la cité des jouets et qui est aujourd'hui un monument à la mégalomanie humaine et à son échec. Dans les années 60, l'entrepreneur excentrique, le comte Mario Bagno, rachète ce petit et tranquille village de Consono. Son idée est grandiose, raser l'ancienne bourgade pour y construire un immense complexe de loisirs. Il voulait créer un lieu où les gens viendraient dépenser leur argent et s'amuser. La construction démarre en grande pompe, les vieilles maisons sont rasées au bulldozer. À leur place, des structures bizarres voient le jour, une galerie commerciale en forme de minaret, une pagode chinoise, un château médiéval et même une piste de danse ayant la forme d'un vaisseau spatial. L'entrée de la ville était ornée d'une arche portant l'inscription « À Consono, c'est toujours la fête ». Pendant une courte période, la ville connaît un véritable succès. Les gens s'y pressent pour des fêtes et des concerts, mais dans son acharnement à construire la route menant à son œuvre, le comte Bagno n'a pas tenu compte d'un facteur, la nature. La construction a perturbé l'équilibre fragile du versant montagneux. En 1976, un violent glissement de terrain bloque l'unique route menant à Consono. La ville se retrouve coupée du monde. Le projet est abandonné. Consono est alors devenue l'une des villes fantômes les plus étranges. Aujourd'hui, c'est un spectacle surréaliste. Des bâtiments à l'architecture insolite, à moitié détruits et recouverts de graffitis, au milieu des montagnes italiennes. On dirait les décors d'un film de Tim Burton. Mais cet endroit n'est pas seulement étrange, il est aussi sinistre. Les habitants des villages voisins racontent qu'ils entendent la nuit, en provenance de la ville abandonnée, des bruits de fête, de la musique des années 60, des rires, le tintement des verres. Mais si l'on s'approche, tout s'arrête. Il existe même une légende sur le fantôme du comte Bagno lui-même. On dit que son esprit, n'ayant jamais accepté l'échec de son rêve, errerait encore parmi les ruines. On le voit comme une silhouette excentrique, portant un costume coûteux, allant de bâtiment en bâtiment, comme s'il inspectait son royaume déchu. Consono est le spectre d'un rêve inachevé.
la fantaisie d'un seul homme figé dans le béton que la nature et le temps ont fini par engloutir. Au cœur du bassin houillé de Virginie occidentale se dresse une ville fantôme, jadis si riche et si débauchée, qu'on l'appelait Babylone dans les bois. Cette ville, c'est Turmont. Son histoire est celle d'un âge d'or du charbon, de la grandeur ferroviaire, puis d'un lent déclin. Fondée à la fin du XIXe siècle, Turmont doit sa naissance à la compagnie de chemin de fer Chesapeake & Ohio. La ville est rapidement devenue un carrefour essentiel pour le transport du charbon issu des mines les plus prolifiques. L'argent y affluait, attirant des chercheurs d'emploi et de divertissement. Au début du XXe siècle, Turmont était un véritable îlot de civilisation au milieu des montagnes sauvages. On y trouvait 2 hôtels, des banques, des commerces, un cinéma. Mais sa véritable réputation, la ville la tenait de ses saloons et de ses tripots. On raconte que l'hôtel Dunglen fut le théâtre de la plus longue partie de poker de l'histoire, un jeu qui aurait duré 14 ans. Des fortunes y étaient gagnées et perdues en une nuit. La légende prétend même que Turmont concentrait plus d'argent par mètre carré que n'importe quelle autre ville des États-Unis. Cet âge d'or fut cependant de courte durée. La Grande Dépression a frappé l'industrie du charbon de plein fouet. L'arrivée des locomotives diesel a diminué l'importance stratégique du chemin de fer. Le coup de grâce fut la destruction de l'hôtel Dunglen par un incendie en 1930. Les habitants ont commencé à partir. La ville s'est lentement éteinte. Dès les années 50, Turmont était pratiquement déserte. Aujourd'hui, Turmont fait partie d'un parc national. La plupart des bâtiments, dont l'impressionnante gare, ont été préservés. Le site semble figé dans le temps. Et bien sûr, la ville conserve ses fantômes. Les plus célèbres hantises sont liées à l'hôtel Dunglen. Bien qu'il n'en reste que les fondations, les passants affirment encore entendre de la musique, des rires et le bruit des jetons de poker. Certains ont aperçu les figures diaphanes de joueurs en smoking, assis autour de tables inexistantes. Ce seraient les âmes des flambeurs qui, même dans l'au-delà, ne parviennent pas à mettre fin à leur partie. Dans l'ancienne banque, des lumières et l'ombre d'un homme comptant de l'argent sont parfois aperçues la nuit. On croit qu'il s'agit de l'esprit du caissier assassiné lors d'un hold-up. Sur les voies ferrées, c'est le fantôme d'un chef de train, lanterne à la main, qui fait son apparition. Il chercherait son convoi disparu depuis longtemps. Turmont est le spectre d'une époque, celle du charbon et de la vapeur, un lieu où l'écho des nuits agitées et des destins brisés résonne encore dans le silence des montagnes. Notre voyage à travers les 30 villes fantômes les plus terrifiantes du monde touche à sa fin. Des terres empoisonnées de Tchernobyl-Pripyat à Plymouth, la capitale ensevelie sous les cendres, du fort maudit de Bangar à Pyramiden, l'utopie soviétique figée par le froid. Chacun de ces lieux raconte une histoire unique, une histoire d'ambition humaine, de cupidité, d'erreurs, de guerres et de tragédies. Mais tous sont unis par une seule chose, le silence oppressant qui s'est installé après le départ du dernier habitant. Ces villes ne sont pas de simples ruines, ce sont des cicatrices sur le visage de notre planète qui nous rappellent la fragilité de la civilisation et à quelle vitesse tout ce que nous construisons peut être englouti par la nature, le temps ou notre propre folie. Les fantômes dont nous avons parlé aujourd'hui sont-ils réels ou sont-ils le fruit de notre imagination née de l'atmosphère lugubre de ces lieux? Peut-être que cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que ces histoires nous forcent à réfléchir. Elles sont l'écho du passé qui tente de nous interpeller dans le présent. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Si vous avez trouvé cela terrifiant et fascinant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Et maintenant, une question pour vous. Quelle ville fantôme de notre liste vous a le plus effrayé ou le plus impressionné? Oseriez-vous passer une nuit dans l'un de ces endroits? Laissez vos réponses dans les commentaires. Nous serons ravis de les lire. À très bientôt.